Je propose qu'on passe à l'expérience qu'a Jacques sur les outils numériques. Euh, à Somain, puisque je travaille à Somain, donc je vais être un petit peu chauvin. Donc on fonctionne, on est tout neuf, hein, on est des bébés par rapport à la Rama, indiscutablement. Et donc on fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a des staffs, on définit un projet par rapport à la personne, on prend son accord et puis on discute avec la personne pour savoir effectivement pourquoi elle est là et ce qu'elle a envie de faire. Et on essaie de lui montrer aussi qu'il y a des choses qu'elle pourrait faire alors qu'elle n'a pas prévu de le faire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, par exemple, en disant ah ben, moi, l'instructeur en numérique, je n'ai pas besoin parce que je n'utilise pas, ah ben, je ne fais rien avec un téléphone, ah ben, je ne fais rien, le numérique, ça ne m'intéresse pas. S'il y a des écrans, je ne peux pas lire, je ne peux pas machin, je ne peux pas de truc. Et puis après, moi je les rencontre avec ma collègue Julia et on leur explique ce qu'on fait et ce qu'on peut leur proposer. C'est-à-dire qu'on peut leur proposer, par le biais du numérique, de retrouver la lecture, de retrouver le plaisir de la communication avec les autres, avec les gens, par les réseaux sociaux ou par simplement l'utilisation d'une tablette pour se mettre en communication avec les enfants, les petits-enfants, et on leur conseille, on leur montre d'abord le matériel, et puis on leur conseille l'achat du matériel. Les smartphones aussi, ils disent bah, le smartphone c'est trop compliqué, etc. Donc on leur dit bah, il existe des smartphones simples d'utilisation, et puis il existe une plateforme qui s'appelle Olga, et où on dit Allô Olga, c'est la chanson de Pierre Perret peut-être, mais qui a donné l'idée au créateur de la plateforme. Et donc, on interpelle Olga et on lui dit Olga, appelle, etc. Et c'est une interface vocale extrêmement simple, beaucoup plus simple que sur un iPhone ou que sur un smartphone Android. Donc, on essaie de voir quels sont les profils des personnes et de quelle manière ces personnes vont réagir et vont pouvoir investir et s'approprier cette rééducation en numérique. Et bon, je le répète, on agit toujours en communication avec l'optique, par exemple, parce qu'il y a une communication logique entre, ben, on fait une correction optique, on améliore avec des loupes ou avec des vidéos agrandisseurs les possibilités visuelles des personnes. Et quand vraiment il y a une grosse difficulté, on peut passer à une complémentarité avec le numérique. Il y a un appareil qui s'appelle MyEye de Orcam, qui est une machine à lire, c'est-à-dire qu'on peut photographier directement le texte à lire et ça lit automatiquement. Alors ça, je cite cet appareil-là parce qu'il est extrêmement performant, mais c'est des choses qu'on peut retrouver sur un smartphone ordinaire avec Prismogo, par exemple, sur l'iPhone ou avec Lookout sur Android. C'est des appareils où on photographie n'importe quel texte et puis on le lit quasi instantanément. Euh, Là, il y a une question au sujet du Smart Vision 2 de Cap6. On peut utiliser effectivement un GPS. Donc, il y a des GPS parlants. On peut leur dicter là où on veut aller et puis ils répondent. Après, les GPS, il faut aussi savoir que ce n'est pas magique. C'est-à-dire qu'ils dépendent des satellites et ils dépendent des cartes. Si la carte elle est avec une cartographie à 20 mètres de distance, eh ben, vous avez largement de quoi vous perdre. Si vous êtes dans des grandes villes, la cartographie, elle est beaucoup plus précise, donc c'est beaucoup plus facile de se déplacer dans les grandes villes avec un GPS que la campagne. Mais ça, c'est valable en voiture, on peut le rencontrer aussi. Avec le nouveau système français Galileo, il devrait y avoir des progrès au niveau de la cartographie, au niveau de la précision de la cartographie. Après, il y a
Et le nom m'échappe là. Okena. Okena, c'est une entreprise à côté de Lyon qui fait des cartographies pour les grands immeubles, par exemple, ou pour les structures administratives. C'est-à-dire que vous pouvez télécharger une application Okena et ça vous donne les possibilités de déplacement à l'intérieur du métro parisien ou à l'intérieur de grands immeubles pour, je sais pas moi, c'est une grande préfecture. On peut imaginer que la préfecture, elle soit cartographiée et qu'avec avec l'application, on puisse se déplacer de manière autonome avec un GPS à l'intérieur. Mais est-ce que c'est bien utile? Parce que si on va dans une préfecture, vu le quadrillage policier, on doit quand même pouvoir trouver quelqu'un qui puisse vous aider à aller d'un point à un autre, quoique ce n'est pas toujours évident. Bref, donc c'est toujours important. L'ergothérapeute, c'est vrai que, bon, moi, je m'appelle instructeur numérique. Il y a des formations maintenant au niveau de la FISAF ou de la FAF. C'est un travail qui est fait en général par les ergothérapeutes, tout ce qui est éducation informatique, que ce soit apprentissage du clavier et que ce soit apprentissage des outils. Mais je trouve que c'est fondamental et c'est quelque chose qui est souvent oublié. C'est-à-dire que les assistants sociaux ou euh, tous les gens qui gravitent autour disent ben, il faut utiliser tel matériel, mais il n'y a jamais personne pour apprendre à utiliser ce matériel-là. Là, je rencontre à Somain des gens qui arrivent en me disant ben, voilà, j'ai été équipé sur mon poste de travail, on m'a équipé mon poste de travail, ben, alors là, j'arrive, j'ai Fusion. Fusion, c'est un logiciel qui allie Zoom Text, c'est-à-dire un agrandisseur d'écran, et puis JAWS, qui est un lecteur d'écran. Et il me dit, bah, j'ai Fusion, mais on me l'a installé, mais personne ne m'a appris à m'en servir. Donc là, je vais le voir pendant une dizaine de séances pour lui apprendre les raccourcis clavier, retourner avec lui sur l'apprentissage du clavier, parce que ça aussi, les gens viennent, disent bah, j'ai un petit peu de vision, mais je n'ai pas besoin d'apprendre le clavier parce que je le connais le clavier. Forcément, quand j'étais voyant, ben, je le connaissais le clavier. Sauf que le clavier d'un voyant, quand on devient malvoyant, c'est plus le même et les touches, on a l'impression qu'elles se sont déplacées. Et puis, un clavier d'ordinateur portable, par exemple, ben, les touches sont resserrées, elles sont plus petites parce qu'il faut faire plus petit et plus léger. Et ce n'est pas forcément un cadeau. Donc, moi, je conseille, c'est ben, selon la vision que vous avez, peut-être vous n'avez pas besoin d'un grand écran, mais vous avez besoin d'un grand clavier. C'est-à-dire que votre clavier, vos mains, elles vont être à l'aise sur le clavier et vous pouvez le brancher sur votre ordinateur portable. Et à partir de là, c'est plus facile. Donc, il y a toute une problématique qui n'est pas encore faite sur le… Mais ça, je ne sais pas si on devrait faire un autre atelier connecté sur l'emploi et puis le maintien dans l'emploi et la recherche d'emploi parce que il y a, il y a une vraie problématique. C'est-à-dire que apprendre à utiliser les outils, c'est pas pareil quand on apprend à utiliser les outils pour rentrer chez soi, communiquer avec ses proches ou lire un document que d'être performant au travail. Et puis, il y a toute la partie psychologique aussi qui est, là j'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière, c'est ce qu'il me disait, c'est ah ben, j'ose pas dire que j'ai besoin d'une formation sur Excel parce qu'il me dit, bah, vous pourriez me former à Excel. Bah, et je dis non, mon boulot, c'est pas de vous former à Excel, c'est de vous former aux outils de compensation. Excel, c'est pas un outil de compensation, c'est l'entreprise qui doit vous former à Excel parce que vous avez besoin d'une formation Excel. Oui, mais j'ose pas le dire parce que on va dire oui, mais c'est parce qu'il est déficient visuel qu'il n'est pas performant sur Excel. Et c'est un petit peu vrai, mais pas tout à fait vrai parce qu'on peut apprendre à utiliser Excel tout en étant déficient visuel. Donc il y a toutes ces différentes problématiques qui sont liées au handicap invisible et qui sont faits de j'ose pas le dire parce que je suis coupable d'être déficient visuel et je suis mal perçu
par l'environnement, qui ne comprend pas ce que je vois, qui ne comprend pas ce que je ne vois pas, et qui ne comprend pas que je peux faire des choses des fois et que des fois, je ne peux pas les faire. Voilà, je vais m'arrêter là parce qu'autrement, je vais déborder. Alors, Oui, bah, du coup, voilà. bonjour, moi je suis orthoptiste spécialisée en basse vision, donc s'il y en avait qui avaient des questions, j'aurais pu y répondre, mais je trouvais ça très bien, toutes ces présentations de tous ces métiers. C'est vrai que je pense que pour certains, la proximité aussi, c'est intéressant, donc les orthoptistes libérales, mais malheureusement, il faut qu'elles soient spécialisées en basse vision. Et donc, il ne faut pas hésiter à avoir des ordonnances de médecins ou d'ophtalmologistes pour faire parce qu'on vous a expliqué sur le bilan basse vision, enfin bilan orthoptique basse vision. L'avantage aussi pour les orthoptistes, c'est que ce sont des actes qui sont remboursés par la sécurité sociale si elles sont prescrites. Donc, voilà ce que je voulais peut-être ajouter. Et après, pour ceux qui sont à Paris, même Lille, quand vous parliez des structures, il y a le SECOM, je ne sais pas si c'est une structure que certains connaissent, mais qui ont cette... enfin, vous pouvez prendre un rendez-vous avec le SECOM et vous rencontrer de manière gratuite une orthoptiste et un opticien. C'est des bilans qui durent à peu près 1h30, voire 2 heures, avec beaucoup de conseils, avec présentation d'aides techniques spécialisées dans la vision, qui peut être aussi des choses, je pense, intéressantes pour ceux qui participent à cette réunion. Voilà, c'était juste Merci ça. Laura, c'est important que tu puisses effectivement donner ces compléments d'information. Oui, je crois que c'est important de ces centres tels que le SECOM, il y en a d'autres, puisque l'ISAC a la même chose, mais il y en a. C'est important parce qu'ils vont avoir beaucoup de matériel. On ne peut jamais avoir tout le matériel, mais ils ont beaucoup d'aides de compensation. Le gros problème, des fois, quand on va chez des opticiens qui n'ont pas la même capacité, c'est qu'on va vous présenter 2 ou 3 systèmes et il va falloir choisir. Or, si on n'a que si peu de choix, bah, finalement, on va prendre quelque chose qui n'est pas toujours adapté, qu'on n'a pas bien pu tester, et on se retrouve avec une aide visuelle qui n'apporte pas tout ce qu'on peut en tirer. Je crois que c'est vraiment important de considérer que l'aide visuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement difficile à choisir. Et là encore, il faut savoir pour quelle tâche particulière on veut une aide visuelle. On peut avoir 2 types d'aides visuelles pour 2 activités différentes. On n'a pas forcément besoin de la même chose pour se déplacer dans la rue ou pour lire quelque chose. On ne va pas se déplacer dans la rue avec un téléagrandisseur. Donc, ça paraît logique, mais il y a d'autres choses pour lesquelles on fait la même erreur. Enfin, on prend des choses qui ne sont pas du tout adaptées parce qu'on veut un système pour tout, mais ça n'existe malheureusement pas.